Bonjour et bienvenue. Salut! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment complexe et, disons-le, rempli de contradictions. Les frères musulmans. Oui, un sujet fascinant. Et pour s'y retrouver, on a deux sources principales. Des transcriptions de vidéos qui racontent l'histoire du mouvement, mais Mais avec des perspectives radicalement différentes. c'est le moins qu'on puisse dire. La première source, c'est presque la thèse du complot, une organisation créée par des services secrets étrangers pour semer le chaos. Ben oui. Pour cette source, c'est simple. Les frères musulmans se voient comme la seule secte sauvée, ce qui veut dire que tous les autres Sont des cibles. sont des cibles légitimes. Et le meurtre devient un outil politique permis par Dieu. Ça ne laisse pas beaucoup de place au dialogue, mettons. Ce qui nous amène directement aux accusations de violence et à cet appareil secret. Oui, il y a une sorte d'aile armée clandestine au sein de l'organisation responsable des assassinats. La source est très précise. Elle donne des exemples pour l'année 1948 seulement. Oui, le meurtre du juge Ahmed Al-Khazandar, Si. parce qu'il avait rendu un verdict qui leur déplaisait, et l'assassinat du premier ministre Al-Noukrachi Pacha. Commis par un membre déguisé en policier au sein même du ministère, l'audace est spectaculaire. La source parle aussi d'attentats à la bombe contre des cinémas, des commerces juifs, et surtout la tentative d'assassinat raté contre le président Nasser en 1954. Et cet événement, c'est un point de bascule. La première source dit que si Nasser était mort, l'Égypte aurait sombré dans la guerre civile. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que la seconde source voit la conséquence de cet attentat raté comme un moment clé pour leur expansion. C'est-à-dire? La répression de Nasser a été brutale, des milliers de membres emprisonnés, torturés, Seyyid Qutb a été exécuté. Mais ça a eu l'effet inverse de celui qui était recherché. Ça les a renforcés? Ça les a internationalisés. Les membres qui ont fui l'Égypte ont exporté l'idéologie partout, dans le Golfe, en Europe. La persécution leur a donné une aura de martyr et une influence mondiale. Le Hamas, en Palestine, par exemple, est présenté comme une branche directe. Exactement. Et les écrits de Qutb, écrits en prison, vont inspirer des gens comme l'Ayatollah Khomeini, en Iran. Ça dépasse même la division entre sunnites et chiites. La répression a transformé un problème égyptien en phénomène mondial. C'est une ironie incroyable. Après cette répression, ils s'internationalisent et développent une stratégie que l'une des sources décrit comme un double jeu. Oui, une dualité très habile. D'un côté, il y a le visage public. Les services sociaux. Exactement. C'est un gigantesque réseau d'écoles, d'hôpitaux, d'aide aux pauvres. Partout où l'État est absent. Ce n'est pas que de la charité, tiens. C'est une façon de se construire une base populaire extrêmement loyale. Une base qui vote pour eux le jour des élections. Précisément. Ça, c'est la face visible. Et la face cachée? Selon des témoignages internes cités dans la source, ce serait une structure mondiale secrète, très hiérarchisée et contrôlée depuis l'Égypte. Même s'ils disent publiquement que chaque groupe est indépendant. C'est ça, le double jeu, et ça se retrouve aussi dans leur discours. Oui, c'est frappant. La source souligne que quand ils s'adressent à l'Occident, ils utilisent un vocabulaire moderne. Démocratie, droit de la personne, ils parlent même d'un projet d'États-Unis arabes. Ça sonne bien. Mais dans leur propre rassemblement, ce même projet a soudainement Jérusalem comme capitale. Et le chemin pour y arriver, ce n'est plus le bulletin de vote, mais des millions de martyrs. Le ton change radicalement. Pour la première source, ce n'est pas juste une stratégie, c'est un modèle constant de trahison et de destruction. Je donne plusieurs exemples. En Syrie, des assassinats et des cellules de sabotage pour déstabiliser le régime. Au Soudan, le coup d'État de 1989. Oui, menés par leurs alliés idéologiques. Un coup d'État qui aurait mené à la guerre civile et à la partition du pays. La source ajoute même un détail très accusateur sur le leader de l'époque, Omar el-Béchir. L'accusation d'hypocrisie. C'est très fort. On nous dit que pendant qu'il prêchait la loi islamique la plus stricte au peuple, son propre palais était supposément rempli d'alcool. C'est une image puissante. Et cette même source termine avec un argument qu'elle présente comme la preuve ultime de sa thèse. Son argument massu, oui. Il est simple. Elle affirme que les frères musulmans n'ont jamais mené une seule opération contre un occupant étranger. Jamais. Jamais. Seulement contre d'autres Arabes, d'autres musulmans. La conclusion étant que leur but n'est pas de libérer, mais de diviser de l'intérieur. C'est la thèse. Chaque fois qu'un pays arabe est sur le point de s'élever, des puissances étrangères les utiliseraient pour le déstabiliser en jouant sur les sentiments religieux pour diviser le peuple. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? On a exploré deux cadres d'analyse. Le premier, c'est celui d'une organisation terroriste créée de l'étranger pour fracturer le monde arabe.
Et le second, celui d'un mouvement politico-religieux complexe, avec une idéologie radicale, oui, mais aussi une stratégie patiente et une double identité. La question centrale qui demeure, c'est de savoir si leur visage moderne, pragmatique, est le fruit d'une vraie évolution. Ou si ce n'est qu'un masque stratégique. Une façon de gagner du temps en attendant le bon moment pour mettre en place leur vision originale d'un califat mondial. Et ça nous amène à une dernière réflexion à considérer. On parle d'une histoire de presque 100 ans. Compte tenu de leur capacité à adapter leurs tactiques, à quoi pourrait ressembler la prochaine évolution de ce mouvement au 21e siècle? Dans un monde de communication numérique, de mécontentement globalisé, Quel nouveau masque ou quel nouveau visage pourrait émerger?